Lundi 3 février 2025, mesdames et messieurs, vous êtes actuellement à l'heure de journal. Bonsoir à tous et bienvenue. À la une de l'actualité de ce jour, Madagascar introduit officiellement le riz hybride pour sa transformation risicole. 1400 agriculteurs de la commune de Tanambé, district d'Amparafaravoul, ont été les premiers bénéficiaires de ces semences de riz hybride et d'engrais. L'objectif est de produire 1 million de tonnes de riz jusqu'en 2027, explique le chef de l'État, pour que Madagascar n'importe plus de riz. Les agriculteurs ont été ravis et se disent prêts à utiliser ces semences de riz hybrides qui produisent jusqu'à 12 tonnes par hectare. Les détails dans un reportage de Judikel Ranjanirin et Andoura Zanjaibé. Les semences de riz hybrides sont arrivées dans la région à Lochamangour. Les paysans sont déjà intéressés par ce nouveau type de riz. 25 tonnes sont la part d'Alochamangour pour cette semence de riz hybride distribuée gratuitement pour les paysans. La distribution officielle a débuté à Tanambé, dans le district d'Amparafaravoul, pour 1300 agriculteurs. Ces derniers ont dû faire face à des difficultés durant cette saison de culture du fait du retard des pluies. Ils craignaient déjà que la production soit mauvaise. Mais heureusement, le riz hybride accompagné d'engrais distribués ravive leurs espoirs car ce riz est récolté en 120 jours, soit dans 4 mois. Il est plus rapide que le riz classique qui attend 6 mois pour mûrir. Les agriculteurs sont confiants quant à l'utilisation de ce riz hybride avec les engrais qui amélioreront le rendement. Outre Alochamangour, 11 autres régions, producteurs de riz, feront l'objet de distribution de semences de riz hybride. 200 tonnes seront distribuées avec des engrais, 2400 tonnes de NPK, 800 tonnes d'urée et 2800 tonnes d'engrais organiques. Le président de la République de Madagascar, Andry Rajoelina, a déjà évoqué durant la concertation sur la transformation agricole Antananarivo au mois de janvier dernier les réformes en ce qui concerne les stratégies de production afin d'atteindre l'autosuffisance en riz. Il a également promis d'aider les paysans en leur apportant des semences, des engrais et des équipements, et c'est dans la Lochamangour, le grenier de Madagascar, qu'il concrétise sa promesse aujourd'hui. Produire 1 million de tonnes de riz en 2027, tel est l'objectif. Si cela se réalise, l'autosuffisance en riz sera atteinte pour Madagascar et nous serons le grenier de l'océan Indien et de l'Afrique. Après les efforts entrepris en 2019, l'importation de riz a diminué, soit 600 000 tonnes en 2019 contre 400 000 en 2023 et pour les 6 premiers mois de 2024, l'importation est de 200 000 tonnes. La vulgarisation de la production du riz hybride changera le domaine de la production risicole dans le pays et changera la vie des producteurs. Pour soutenir les paysans, des matériels seront distribués comme des machines, des tracteurs, des moissonneuses-batteuses et des moulins à riz. Les barrages seront réhabilités, mais aussi les canaux d'irrigation dans les régions productrices de riz. La réhabilitation du barrage de Bétène sera initiée avant la fin du mois de juillet. Comme dans les autres villes, le chef de l'État malagasy apporte le développement et Tanambé en bénéficie également, notamment à travers la réhabilitation des routes de la commune. Et le riz hybride est une solution pour les paysans, une solution pour augmenter la production risicole, mais aussi une solution pour la Locha, selon la députée élue dans le district d'Amparafaravoul. Au vu de la situation et de la vie actuelle des paysans locaux, le riz hybride concorde avec les besoins pour améliorer la production. La secrétaire d'État en charge de l'autosuffisance alimentaire l'a souligné et affirme que la transformation agricole apportera des impacts positifs dans l'économie du pays. Toujours un reportage signé Judikel Ranjanirin et Andoura Zanjaibé. Le secrétaire d'État chargé de l'autosuffisance alimentaire affirme que l'utilisation du riz hybride constitue un changement total dans le monde de la riziculture, du fait qu'il est rapide à produire et peut résister aux changements climatiques que nous subissons actuellement. Une superficie de 50 000 hectares produira du riz hybride, ce qui améliorera le rendement, améliorera l'économie et améliorera également la vie du monde rural. Madagascar sera autosuffisant en riz et bientôt les graines seront produites localement. Le travail est là et les critiques n'ont pas lieu d'être face à la réforme actuelle de la production risicole. Pour les producteurs en particulier, en ce qui concerne Amparafaravoul, le don de semences de riz hybrides et d'engrais du président Andry Rajoelina les soulage vraiment de leurs difficultés. La députée de Madagascar élue dans cette circonscription le confirme en répondant aux personnes qui affirment que ce genre de distribution n'est pas utile pour la Lochamangour. Le riz est une denrée sacrée pour la Loch, le riz fait la renommée de cette région et c'est douloureux pour les habitants lorsqu'ils font face à des difficultés dans leur production et leur culture.
Il est important pour eux que le gouvernement les soutienne en leur fournissant des semences et des engrais pour améliorer la production. Et toujours dans ce cadre de la sécurité alimentaire, le Centre de lutte anti-acridienne de Madagascar, ou IFVM, a été doté d'un hélicoptère pour renforcer la lutte contre les acridiens qui menacent les cultures. Selon les explications, le budget utilisé dans ce sens est de 21,2 millions de dollars venant de la FAO, du gouvernement norvégien et du PAM. Il s'agit aussi de la réalisation d'un plan de 4 ans pour protéger les cultures et pour éradiquer les criquets. Ce plan a été officiellement lancé hier à Tulia. Reportage d'Aniana Martina et Sechan Jenab. Les acridiens menacent les cultures de Madagascar. Depuis le mois d'octobre 2023 jusqu'au mois de mars 2024, Madagascar fait face au changement climatique, ce qui a entraîné la propagation et la croissance du nombre des acridiens au sein d'un ère grégarienne transitoire ou AGT, surtout après le passage du cyclone Alvaro au mois de décembre 2023. Son taux de croissance a atteint les 270 000 hectares et menace de se propager dans tout Madagascar. Ainsi, la lutte contre les acridiens sera renforcée. Cet hélicoptère, remis à l'IFVM, au Centre de lutte anti-acridienne de Madagascar, sera utilisé dans ce sens dans une collaboration entre l'État malagasy et le FAO. De ce fait, les plans d'action de la lutte contre les acridiens ou programme quadriennal sera accéléré. Le but est de veiller à la sécurité alimentaire des personnes vulnérables et de réduire la propagation de ces acridiens. Le système de surveillance et de contrôle sera renforcé et des mesures seront prises en temps opportun pour prévenir les criquets qui menacent la production alimentaire afin de réaliser la vision et d'augmenter la production des produits locaux, a déclaré le ministre. Environ 21,2 millions de dollars américains seront utilisés, provenant de la FAO, du gouvernement norvégien et du PAM. Rappelons que 600 000 hectares ont été déjà aspergés de produits durant la première vague, 32 500 hectares ont été protégés, les lieux de propagation des criquets ont été inspectés et 70 personnes au sein de l'IFVM ont été formées. Dans un tout autre sujet, pas blanc, diplomatie malagasy et politique, Madagascar s'est engagé à envoyer des équipes de médecins militaires en République démocratique du Congo pour honorer son engagement en tant que membre actif au sein de la SADC et surtout au niveau de la Troïka face au conflit entre le RDC et les rebelles du M23. Il s'agit aussi de solidarité et de renforcer le panafricanisme sur lequel la politique diplomatique africaine de Madagascar se base. Ce n'est pas la première fois que Madagascar s'engage à soutenir la fraternité africaine. Reportage sur les images de Dararandu Ansou. Madagascar est un membre actif au sein de la SADC et étant donné que nous présiderons cette organisation africaine australe au mois d'août prochain, Madagascar devient ainsi membre de la Troïka, la SADC, avec 2 pays d'Afrique. Ainsi, Madagascar a pour rôle de participer à maintenir la paix et la sécurité au sein des pays d'Afrique australe. C'est également la raison pour laquelle Madagascar participe activement à la prise de décision au sein de la SADC à travers le président de la République malagasy durant la réunion extraordinaire de la SADC, durant laquelle a été examinée la situation en RDC vendredi dernier à Harare, Zimbabwe. Durant cette réunion, Madagascar s'est engagé à envoyer des équipes de médecins militaires en RDC pour aider les blessés et les déplacés. Cette décision renforce les engagements de Madagascar et sa politique diplomatique africaine. Elle honore ses responsabilités en étant solidaire avec le Congo dans ce conflit. C'est à la fois un engagement politique mais aussi une marque de solidarité envers la SADC dans cette période difficile. Madagascar montre également qu'elle reste sur ses convictions quant à l'indépendance et la solidarité à travers le panafricanisme, solution africaine pour les défis africains. L'envoi de ces médecins militaires est une initiative humanitaire et solidaire répondant directement à la souffrance des civils et des soldats sur le terrain pour soigner les blessés et les déplacés et les aider à reconstruire leur vie. L'envoi des médecins militaires se fera en collaboration avec les autorités et les systèmes régionaux. Les modalités précises du déploiement sont en cours de finalisation, en coordination avec les autorités et les instances compétentes. Madagascar assure que cette intervention se déroulera dans le respect des besoins exprimés et avec professionnalisme, a indiqué le ministère malgache des Affaires étrangères. Il faut rappeler que ce n'est pas la première fois que Madagascar participe au soutien de la paix dans la région de l'Afrique australe. On sait également que tous les pays membres sont pleinement impliqués dans cet effort et que nombreux pays comme l'Afrique du Sud, le Malawi ou la Tanzanie ont déjà envoyé des troupes. La SADC félicite l'initiative de Madagascar
selon l'article 16 du communiqué sorti à l'issue de la réunion extraordinaire vendredi dernier à Harare, Zimbabwe. Revenons dans la page sociale, les camions transportant des vivres envoyés par le gouvernement via le BNGRC pour faire face au cyclone Faïda sont déjà arrivés dans les endroits étant sur la trajectoire de cyclone selon les déclarations du directeur général du BNGRC aujourd'hui. D'après les prévisions, le cyclone Faïda devrait toucher terre demain soir entre Sainte-Marie et Brickaville. Les détails avec Ruth Christelle Hakout-Malal et Asna Hafanzemar. Depuis hier, le BNGRC, le service météorologique et les autorités concernées tiennent des réunions pour s'organiser en vue du passage du cyclone Faïda. Il a été décidé d'envoyer des aides vers les zones identifiées comme étant sur la trajectoire du cyclone et celles-ci sont déjà arrivées aujourd'hui, indique le général Elakadji Akadz, directeur général du BNGRC. Elles sont disponibles pour 1600 foyers, dont 500 à Mampkoun, 320 à Tuamasn et 600 à Nalanzrouf. Le cyclone Faïda est prévu toucher terre demain soir entre Sainte-Marie et Brickaville avec des précipitations dépassant les 100 mm en 24 heures. Et la journée internationale des zones humides a été célébrée hier au niveau du lac de Manchsez sous l'égide de la première dame de Madagascar, Madame Melrazuilne. Ce lieu a été choisi pour montrer la relation entre les deux sources d'eau, le fleuve Ikup et le lac de Manchsez, dans l'approvisionnement en eau de la ville d'Antananarive et ses environs, vu le problème en eau que nous avions subi ces derniers temps. En effet, leur préservation représente des enjeux environnementaux, économiques et sociaux importants selon le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Reportage de Mervoulet Sferen et Bras Denilson. Les zones humides assurent une grande partie de notre approvisionnement en eau douce. Elles sont également à la base de la production alimentaire car de nombreux produits agricoles en dépendent. Ces écosystèmes fournissent l'eau, véritable système sanguin de la biosphère, contribuant au maintien des écosystèmes et des populations humaines, selon le ministre de l'Environnement et du Développement durable. De plus, elles renforcent la résilience et atténuent les effets du changement climatique ainsi que des phénomènes météorologiques extrêmes. Toutefois, les zones humides figurent parmi les écosystèmes les plus menacés et Madagascar, malheureusement, n'échappe pas à cette situation. Nous subissons actuellement une pénurie d'eau en raison de la dégradation de ces zones humides, ce qui compromet notre avenir commun. Ainsi, lors de la célébration de la Journée internationale des zones humides, les élèves du CEG d'Amboumianj ont fait partie de ceux qui ont été spécialement invités afin que ce soit eux qui portent le message à leur entourage. Pour l'année 2025, le thème choisi, protéger les zones humides pour notre avenir commun, met en lumière le caractère indispensable des zones humides pour notre existence. En appréciant et en protégeant ces écosystèmes productifs et en encourageant l'action en leur faveur, nous pouvons assurer ensemble un avenir commun et un bien-être partagé. La célébration a été marquée par une série de discours, une visite de la station de production d'eau de la Djirama, un nettoyage des berges de l'Ikup, ainsi que des animations mobiles et sur place. Des événements similaires auront lieu au niveau des régions, mettant l'accent sur la sensibilisation du public à l'importance des zones humides. Le 2 février est la journée internationale dédiée aux zones humides et cette année, la première dame de la République, Melrazuilne, en a été la marraine. Parlons à présent du projet présidentiel de la nouvelle ville Tanamaswang à Imirtiatousk. Le secrétariat d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat est en cours de finalisation de la construction de l'avenue principale longue de 3 km 200 au sein de la nouvelle ville Tanamaswang à Imirtiatousk. Cette infrastructure est au cœur de la nouvelle ville. Les travaux de construction de la cité ministérielle et des bureaux administratifs sont également en cours. Reportage sur les images de Dararanjian. C'est l'avenue principale longue de 3 km 200 qui constituera le centre de la nouvelle ville Tanamaswang à Imirtiatousk. Les travaux de finalisation de la première étape, longue de 1 km 800, sont déjà en cours sous la conduite du secrétariat d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat, qui est le premier responsable de la réalisation de ce projet présidentiel. Elle traversera la nouvelle ville Tanamaswang jusqu'au futur palais présidentiel. Cette avenue principale sera constituée de 2 fois 6 voies selon les précisions.
Seulement, les 4 voies sont en cours actuellement, néanmoins elles seront étendues progressivement jusqu'à 70 mètres de largeur, selon les explications fournies par le ministre. De grandes buses ont été mises en place pour toutes les infrastructures d'assainissement et au milieu de la route sera mise en place une voie ferrée écologique. De plus, des 2 côtés de la route seront construites toutes les infrastructures de développement, comme les boutiques, les hôtels, les magasins, à l'instar de l'avenue de l'Indépendance, mais en plus moderne, affirme Gérard Angiamanouissou, secrétaire d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat. C'est là que démarrera le développement de la nouvelle ville Tanamaswanj en termes d'économie et de technologie, mais aussi pour attirer les partenaires. Tous les travaux qui concernent l'avenue principale de Tanamaswanj devront s'achever cette année, selon les explications. Mais parmi les travaux les plus urgents figure, selon le ministre, la recherche de développeurs pour accélérer l'expansion de la nouvelle ville. Ainsi, il ne s'agit pas seulement de fonds publics, mais d'un partenariat visant à accélérer la construction de la nouvelle ville et d'attirer tous les partenaires possibles, surtout les opérateurs malagasy, selon toujours les explications. L'État malagasy se chargera d'aménager, de viabiliser et c'est aux partenaires de développer la nouvelle ville. En parallèle, la construction des bureaux administratifs et les cités ministérielles sont déjà en cours. Le ministère de la Communication et de la Culture a déjà construit une maison de presse, tandis que le ministère de la Sécurité publique est en cours de construction de ses nouveaux locaux. Les locaux des 22 autres ministères suivront, affirme le ministre. Ce dernier qui a rappelé que le but est de développer les 400 hectares, première étape de la nouvelle ville Tanamaswanj Mirtiatusk, dans les plus brefs délais. Appelant que la superficie totale de Tanamaswanj est d'environ 900 hectares. Toujours dans les actualités locales, les écoles sont actuellement en train de constituer les dossiers nécessaires pour les inscriptions aux examens officiels. De leur côté, les élèves se concentrent intensément sur l'apprentissage des leçons et les révisions à domicile. Reportage de Rous Christelle Rakout-Malal et Asna Rafanzanari. L'inscription aux examens officiels a débuté le 6 janvier pour le CEPE, le 13 janvier pour le BEPC et aujourd'hui pour le baccalauréat. Dans un établissement d'Ambouimanarn, les parents ont été sensibilisés dès le mois de décembre pour la constitution des documents requis, tels que les certificats de résidence et les bulletins de naissance. La majorité des parents ont déjà fourni ces documents, explique la directrice Clarisse Ravloulmanen. Concernant les élèves qui passeront les examens, ils sont déjà prêts 5 mois avant les dates officielles. Plus de temps pour se laisser aller, selon eux. L'école propose également des cours de soutien gratuits aux élèves en difficulté afin d'améliorer leurs résultats. Dans cette école, 54 élèves passeront le CEPE, 250 le BEPC et 45 le baccalauréat pour cette année scolaire. À noter que les inscriptions aux examens officiels prendront fin le 28 février pour le CEPE, le 9 mars pour le BEPC et le 25 avril pour le baccalauréat. Passons à présent aux actualités internationales. À Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, les combats intenses qui ont opposé l'armée congolaise aux rebelles du M23 appuyés par des soldats rwandais ont forcé les civils à fuir les camps. Nombreux d'entre eux ont été blessés. France 24. Des patients allongés les uns à côté des autres sous une tente. Depuis une semaine, cet hôpital de Goma est plongé dans l'urgence. De nombreux habitants ont été blessés lors des combats entre l'armée congolaise et les rebelles, à l'image de Patrick, touché à la jambe gauche. Cette guerre a fait beaucoup de dégâts, mais au moins nous respirons toujours. Beaucoup de gens ont été mutilés, tant d'autres sont morts, et nous ne savons pas jusqu'où cela va aller. L'afflux incessant de blessés impose une lourde charge de travail au personnel soignant qui doit notamment procéder à des amputations. On est tellement débordés et on continue toujours à travailler. Il y aura le stockage qui va bientôt se terminer parce que le matériel, on n'a pas assez de matériel. Avant l'assaut des rebelles du M23, Goma était le centre névralgique des opérations humanitaires dans la région. La ville accueillait près d'1 million de déplacés qui s'entassaient dans des camps en périphérie. L'immense majorité a été forcée de rentrer chez elle. Des tas de caillasses noires délimitent les anciennes habitations de fortune, tandis que des camions embarquent les retardataires.
On retourne dans nos villages. On n'a même pas 100 francs congolais. Et pour survivre, on vend nos bâches, qui sont en fait des bâches récupérées. Je n'ai rien sur moi. Et là où on va, il n'y a absolument rien. Dans leur village d'origine, les exilés craignent de retrouver la faim et la violence qui les avaient poussés à fuir. Selon l'ONU, le conflit dans l'est de la RDC a fait près de 7 millions de déplacés. Et en Tunisie, les pressions sur les libertés individuelles et politiques se poursuivent. Malgré tout, certains Tunisiens continuent à s'engager. C'est notamment le cas de ceux que l'on appelle les ultras, ces supporters de football issus de la révolution de 2011 qui protestent anonymement contre les contrôles policiers dans les stades. France 24. Sur ces images de stades de football en Tunisie, l'ambiance tendue et les fumigènes ne sont pas nouveaux. Depuis plusieurs mois, des groupes de supporters expriment un ras-le-bol. Ils dénoncent des contrôles policiers de plus en plus abusifs dans les stades, selon leur communiqué publié fin décembre. Nous avons rencontré l'un d'entre eux qui fait partie des groupes dits ultra. Il a accepté de nous parler sous couvert d'anonymat. Nous avons sans arrêt des problèmes à l'entrée et à la sortie du stade. On nous demande d'enlever nos chaussures. Sur le parking, on se fait contrôler à plusieurs reprises. On doit tous rentrer et sortir par une seule et même porte pour être filtrés. C'est pas nouveau, mais on a l'impression que d'année en année, les contrôles se resserrent encore plus et au final, ça génère encore plus de tensions entre nous et les autorités. Ces pressions autour des jeunes supporters de football inquiètent certaines associations de défense des droits humains. Ce qui est inquiétant, c'est qu'il n'y a qu'une solution sécuritaire qui est appliquée pour ces jeunes très investis dans les groupes de supporters de football et qui sont pour beaucoup issus des quartiers populaires défavorisés. Cela fait des années et on n'a jamais changé de stratégie, alors qu'il faudrait aussi leur proposer une amélioration de leurs conditions socio-économiques. Une solution sécuritaire qui déplaît aussi à une minorité, celle des jeunes qui se mobilisent pour préserver la liberté d'expression. Là sur la banderole, il y a marqué « L'injustice, c'est le début de la fin ». Comme ce groupe qui prépare des banderoles à l'occasion d'une manifestation. Moi j'ai grandi avec des plateaux télévisés où il y avait encore une pluralité d'opinions, des débats. Les rappeurs n'hésitaient pas à parler politique. Et là maintenant, on sent que la peur est de retour, surtout au sein de la génération de mes parents. Ils voient des similarités entre la période qu'ils ont vécue sous la dictature et le contexte actuel. Même si dans la rue, leurs manifestations sont encore autorisées, elles sont également étroitement contrôlées. Et toujours à l'international, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a menacé hier le Panama de mesures en l'absence de changement immédiat sur le canal de Panama. Une volonté de reprise en main largement dénoncée au Panama lors de manifestations. Le président José Raúl Lumino se montre lui confiant, disant ne pas croire à une intervention militaire. France 24 nous en dit plus. Une première visite à l'étranger pour Marco Rubio, choisie très précisément. Le tout nouveau secrétaire d'État américain arrive ici au palais présidentiel du Panama pour rencontrer le chef de l'État panaméen, José Raúl Mulino. Une rencontre qui n'a rien d'un hasard, avec des discussions centrées sur le canal de Panama, dont Donald Trump aimerait reprendre le contrôle. Tout ce qui se passe est contraire à nos intérêts nationaux. Ce n'est pas dans l'intérêt des États-Unis d'avoir un canal que nous payons, que nous avons construit, qui est utilisé contre nous. Le président américain a annoncé depuis plusieurs semaines, et notamment lors de son discours d'investiture, sa volonté de reprendre le contrôle de l'un des plus grands carrefours maritimes au monde. Le canal de Panama, construit par les États-Unis en 1914, a été rétrocédé au Panama il y a 26 ans. Mais Donald Trump dénonce une concurrence déloyale sur le transit des navires américains et des faveurs accordées à la Chine. Une volonté de reprise en main largement dénoncée au Panama, où des centaines de manifestants se sont réunis à l'extérieur du palais présidentiel. Le président panaméen, lui, veut se montrer rassurant et affiche sa fermeté. Il n'y a aucun doute sur le fait que le canal soit géré par notre pays, que cela continuera de la même manière. Je ne pense pas qu'il y ait des divergences sur ce sujet. Le président Trump a ses opinions sur la présence chinoise et cela sera clarifié au moment opportun avec des discussions techniques.
Les deux hommes ont aussi évoqué la lutte contre l'immigration clandestine, l'une des grandes priorités de Donald Trump. Un sujet que Marco Rubio continuera de mettre sur la table durant sa tournée en Amérique latine, qui l'emmènera notamment au Costa Rica et au Guatemala. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Restez avec nous. Dans quelques instants, vous allez suivre votre série Squid Game saison 1. Sur ce, très bonne soirée à tous sur Viva. Au revoir.